Je suis très heureux de vous accueillir. Je me présente, Pierre Lénat, membre de l'Académie des sciences, co-organisateur de ces 8 leçons sur le climat auxquelles nous vous avons conviés. Et votre réponse dans cet auditorium montre que nous avons été entendus. Ce soir, nous allons écouter Jean Jouzel. Est-il nécessaire de présenter Jean Jouzel, qui a obtenu le prix Nobel de la paix avec toute l'équipe du GIEC à l'époque où il en était le président, qui est un membre éminent de l'Académie des sciences, un climatologue dont chacun connaît les engagements par sa présence sur les médias. Son travail scientifique a été considérable puisqu'il a travaillé sur les climats du passé avec ce qui est devenu les célèbres forages des glaces antarctiques et groenlandaises qui ont permis la reconstitution solidement scientifique des climats du passé. Quelques mots sur ces 8 leçons. Elles sont conçues comme une série et non pas comme une conférence qu'on prend et dont on n'écoute pas les suivantes. Donc elles s'articulent les unes aux autres. Hervé Letreux a fait une introduction générale sur le climat il y a 15 jours. Nous aurons aujourd'hui une présentation sur les climats du passé. Au moins là, on a à la fois les mesures et l'analyse. Et puis, vous aurez dans les semaines ou mois qui viennent, jusqu'à mi-février, des leçons successives portant sur les océans, la biodiversité, l'énergie, l'économie des questions climatiques. Et finalement, la leçon de couronnement final sera donnée au mois de février par Valérie Masson-Delmotte, qui est la coprésidente du groupe scientifique du GIEC. Nous avons voulu que ces leçons soient accessibles à tous, que leur contenu scientifique soit solide, mais nous avons en particulier souhaité les diriger vers les lycéens. Les lycéens du lycée général, au moins, ont depuis la rentrée de l'année dernière en première et cette année en terminale, avait un enseignement sur le climat de la Terre et ses changements. Nous avons souhaité donner à ces lycéens et à leurs professeurs, dont j'espère quelques-uns sont présents ici, une vision construite et répondre à leurs questions. Donc après l'heure de présentation, nous aurons un quart d'heure de questions que je modérerai. Vous aurez en ligne dès demain l'ensemble de la conférence sur le site de l'Académie des sciences et sur le site de l'Institut, qui pourront être donc revisionnés. Et nous avons souhaité en outre, et dans un style un peu différent, produire 8 vidéos qui sont des entretiens de jeunes, de l'âge de ceux qui sont aujourd'hui dans l'amphi, et du conférencier, ou plutôt des conférenciers successifs, de courtes vidéos d'1 quart d'heure qui seront mises en ligne pour les deux premières d'ici une dizaine de jours et qui se succéderont ensuite au fil des leçons suivantes. Ces vidéos peuvent et ont été conçues dans l'esprit de permettre aux professeurs d'introduire un débat, une discussion dans la classe, essentiellement au lycée, mais certains jugeront peut-être la possibilité de les utiliser en primaire, au collège, pardon, et puis elles peuvent aussi être utilisées dans d'autres contextes familiaux, municipaux ou autres, mouvements de jeunes, etc., sur le sujet, parce qu'elles sont très accessibles, et nous avons souhaité qu'elles traduisent les préoccupations de la jeunesse. Le mot qui me venait à la bouche, c'est l'inquiétude ou quelquefois la colère, en tout cas la préoccupation de la jeunesse face à cet avenir climatique. Voilà. À la sortie, vous allez trouver 2 éléments d'information que nous n'avions pas lors de la première leçon.
La librairie qui est sur la place de l'Institut offre un certain nombre de livres portant sur le climat, dont ceux de Jean Jouzel, bien entendu, à la vente. Et d'autre part, l'Office for Climate Education, qui est l'action pédagogique que nous avons montée à l'Académie, sera présent aussi sur une table avec une personne de notre équipe, Gabriel Brunich, qui est là et qui pourra dialoguer avec ceux qu'il souhaite. Voilà. Merci encore de votre présence et je laisse la parole au conférencier. Merci beaucoup. Merci à Pierre de ces mots de présentation. Merci aussi à Pierre. D'accord. Oui. Merci à Pierre pour. Merci à Pierre pour ces quelques mots de présentation. Ça va là? Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Bon, si on vous dit que le climat a toujours changé de cette planète, ben c'est exact. Mais si on sert de cet argument pour essayer de vous démontrer que le réchauffement climatique des dernières décennies n'est pas lié aux activités humaines, votre interlocuteur fait fausse route. Mais pour ce qui me concerne, je ne vais pas parler des climats du futur, même s'ils m'intéressent, mais des climats du passé. Voilà, merci de m'y avoir invité, Pierre. Et en fait, oui, le climat a toujours changé. Notre climat a toujours changé. 4,5 milliards d'années. Hein, donc, notre planète est là depuis un bon bout de temps. Des débuts difficiles. Hein, donc, on parle, en gros, au départ, le Soleil est moins actif qu'aujourd'hui. Et malgré tout, il semble que les températures soient aussi chaudes, voire plus chaudes qu'aujourd'hui. En fait, l'explication la plus plausible, eh bien, c'est la composition de l'atmosphère à ce moment-là. Voilà. Et ça reste quand même, disons, ce qu'on appelle le paradoxe du soleil pâle, ça reste quand même une belle question scientifique. Comment le climat a-t-il démarré sur notre planète? Ensuite, bien sûr, il y a un rôle très important de la géographie, et disons, sur des échelles de temps de millions d'années, de la géographie et de la topographie. Alors la géographie, hein, tout le monde connaît la dérive des continents. La dérive des continents a pour conséquence, disons, de modifier la géographie des océans et de modifier, disons, une influence très forte sur notre climat. La géographie, hein, pareil, la surrection de montagnes, eh bien, disons, il y a des millions d'années, ou à peu près, la surrection de l'Himalaya, on comprend bien que disons, des massifs montagneux de quelques kilomètres de hauteur agissent sur la circulation de l'atmosphère. Donc, à ces échelles de temps, géographie, topographie. Alors, vous avez déjà compris, je crois, 4 paramètres importants de notre climat. Donc, l'activité du Soleil, la composition de l'atmosphère, la géographie, la topographie, et puis, donc, et tout cela mélangé fait que notre planète a été généralement plus chaude qu'aujourd'hui. Donc, mais à certaines périodes, elle s'est vraiment carrément transformée en boule de neige il y a 600 millions d'années, 800 millions d'années. Et là aussi, disons, les configurations étaient telles que pratiquement, eh bien, elle était couverte de neige. Et là, c'est un problème parce que, disons, une Terre couverte ou quasiment couverte de neige ou de glace, eh bien, renvoie l'essentiel de l'énergie là d'où elle vient. Donc on comprend bien que c'est difficile de s'en sortir. Et là aussi, la meilleure explication, bien, c'est le volcanisme qui a continué à émettre des gaz à effet de serre. Et de nouveau, c'est très probablement l'effet de serre qui a permis à notre planète de sortir de cet état dans lequel elle ne devait pas se sentir très bien. Donc ici, voilà, les périodes climatiques chaudes, vous voyez, représentent une large part quand on regarde maintenant les 500 millions d'années. Et là, ce que je vous montre, eh bien, c'est une reconstruction. Voilà, donc là, on parle en millions d'années. Voilà, 60 millions d'années, 70 millions d'années. Et c'est la température de l'océan profond. Voilà, donc
je vous dirai comment c'est reconstruit. Voilà, des périodes très chaudes, vous voyez, il y a une dizaine de degrés. Voilà, ici, on est ici, hein, l'océan profond est plutôt vers 1-2 degrés, l'océan profond. Et puis là, c'était 10 degrés plus chaud qu'actuellement. Des périodes très chaudes. Et donc, ces périodes très chaudes correspondent aussi à des périodes où les gaz à effet de serre les concentrations des gaz à effet de serre étaient probablement de gaz carbonique en particulier, étaient probablement de 5 à 10 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Donc, et en fait, je vais me concentrer, donc, vous voyez, et quelques points importants. Donc, il y a 30 millions d'années, justement, la dérive des continents fait que, eh bien, il y a un continent qui se place là où est l'Antarctique, qui commence à dériver, là où est au pôle sud. Et disons, la mise en place de ce continent permet la mise en place d'une calotte glaciaire. Hein, disons, l'Antarctique est là depuis à peu près 30 millions d'années. Donc, il a fluctué, évidemment. C'est une grosse montagne de glace. Hein, c'est la surface de l'Europe avec des épaisseurs de glace de 3000, voire 4000 mètres en certaines périodes. Et puis, le Groenland, lui, ne s'est formé qu'il y a 2 millions d'années, entre 2 et 3 millions d'années. Et en fait, la période à laquelle je vais m'intéresser, c'est plutôt le dernier million d'années. Hein, donc, ça ne représente, il faut être un peu d'humilité, le dernier million d'années ne représente qu'une petite partie de l'histoire du climat de notre planète. Et pourtant, elle est passionnante parce que il y a eu des variations extrêmement importantes. Alors, c'est ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on a appris, c'est-à-dire il y a eu ces périodes glaciaires qui durent très longtemps, de l'ordre de 100 000 ans, des périodes chaudes, interglaciaires, qui sont beaucoup plus courtes. Nous sommes, depuis 12 000 ans, dans une période interglaciaire. La précédente période glaciaire, son maximum, c'était il y a 20 000 ans. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je vais me concentrer. Alors, une raison bien simple, hein, disons que mon expertise, alors je me suis intéressé à de nombreuses facettes des climats passés, mais mon expertise est surtout, vient surtout de ma participation, alors avec beaucoup d'autres, hein, je citerai par exemple Claude Lorius et tous ses collègues, mais d'autres à l'étranger également, à ces grands forages glaciaires. Et pour le moment, nous sommes déjà très fiers de couvrir les 800 000 dernières années. Mais voilà, c'est une des limites. Voilà, c'est pour ça une des raisons pour lesquelles je me concentre sur le dernier million d'années. Mais c'est une période très riche. Alors, peut-être, comment est-ce qu'on reconstruit le climat? Ça, c'est important. On va parler d'archives climatiques. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ça peut être beaucoup de choses, hein, vous allez voir, mais c'est quelque chose dont certaines propriétés sont affectées par le climat, hein, ou des paramètres qui sont influencés eux-mêmes par le climat. Voilà, donc ça peut être une propriété physique, une composition chimique. Moi, je parlerai beaucoup de composition isotopique, la répartition des espèces, faune, flore. Hein, on comprend bien que cette répartition, elle est tributaire du climat. Voilà, à la fois des précipitations, de l'humidité, des températures. On a aussi des archives historiques, mais là, on est quand même assez limité dans le temps. Alors, les archives les plus, disons celles sur lesquelles nous nous appuyons le plus fréquemment. Alors, pour les périodes très très lointaines, on a des témoignages géologiques. Hein, mais si on regarde effectivement maintenant des périodes, donc les témoignages géologiques sont discontinus. Hein, on n'a pas comme ça 4 milliards d'années du climat en continu. En fait, les enregistrements continus les plus longs sont justement ceux que j'ai montrés là, même si c'est une combinaison, c'est largement sur des sédiments marins, tout simplement parce que ces sédiments marins, eh bien, la tectonique des plaques font que ces sédiments, à un moment, s'enfoncent et on n'en trouve plus du tout le témoignage. Donc, on peut reconstituer de façon quasi continue, c'est ce que je vous ai montré, grâce aux sédiments marins, le climat des 60-70 derniers millions d'années. En tout cas, voilà, la variation du niveau de la mer, les températures que je vous ai montrées. Donc, ce sont des sédiments extrêmement intéressants, très très riches, très répartis sur la surface du globe. Et la paléocéanographie est vraiment une discipline
très active. Alors je parlerai plus des glaces polaires, donc peut-être voilà, le Groenland, l'Antarctique, hein, ces deux calottes glaciaires. On peut s'intéresser aussi maintenant sur le continent. Alors, il y a des sédiments lacustres, on peut un peu de la même façon. Donc l'idée des sédiments, évidemment, c'est d'aller les forer et que, disons, les sédiments les plus proches de la surface sont les plus jeunes et les plus profonds, les plus vieux. Ça vaut pour les sédiments marins, ça vaut évidemment aussi pour des sédiments lacustres au fond de lacs ou bien dans des tourbières. Hein, donc, et qu'est-ce qu'on y étudie? Par exemple, des séries polyniques. Hein, donc là, on regarde la végétation, l'évolution de la végétation, mais aussi des fossiles. Hein. J'ai, disons, un collègue, Denis Didier-Rousseau, qui s'est largement intéressé aux différentes espèces d'escargots. Hein, par exemple, c'est assez intéressant. Voilà, et puis, on peut aussi aller dans des grottes. Hein, donc là, tout ce qui... si vous regardez une grotte, là aussi, hein, disons, ces stalagmites qui se sont formés au cours du temps, eh bien, elles sont aussi des archives climatiques remarquables. D'autant plus remarquables qu'on peut les dater, et c'est pratiquement une des seules, enfin, c'est un des avantages très forts de ces stalagmites, on peut les dater par des méthodes radioactives, uranium, thorium. Alors, pour des périodes plus courtes, on peut aussi, on va jusqu'à 10 000 ans, les cernes d'arbres, par exemple, et puis aussi les coraux dans l'océan. Voilà, et puis bien sûr, on peut trouver d'autres méthodes, mais ce sont vraiment les grandes, disons, les possibilités les plus explorées, bien sûr, de l'étude des paléoclimats. Bien sûr, ces archives climatiques donc, nous fournissent des informations sur l'océan, sur les glaces polaires, et puis, on le verra, on peut avoir des informations aussi sur ce qui se passe dans l'atmosphère grâce aux glaces polaires. Alors, quelles propriétés elles doivent avoir? Évidemment, il faut qu'elles soient accessibles. Hein, donc, une archive, c'est ce que j'ai dit. Donc, on n'a pas d'accessibilité à des séries continues, disons, plus vieilles au-delà de 70 millions d'années. Si possible, continues, hein, donc, et non perturbées, parce que c'est un de nos problèmes. Souvent, les couches se mélangent et bon, c'est difficile d'interpréter. Et qu'elles puissent être datées. Hein, ça, c'est le bon sens, évidemment. Il faut absolument que c'est... Donc, différentes méthodes de datation. Voilà, le comptage des couches, hein, par exemple, c'est le cas des cernes d'arbres. Ça peut être le cas dans certaines configurations des sédiments lacustres, mais aussi des sédiments, enfin des glaces polaires, s'il y a une très forte accumulation. Il y a des variations, par exemple, été-hiver de propriétés, et puis il suffit de compter les étés, les hivers, et voilà, on peut compter, on peut faire du comptage de couches hein, dans différents contextes. La radioactivité, c'est très utile, hein, j'ai déjà cité un exemple, hein, le carbone 14, mais aussi, disons plus pour les sédiments marins, mais uranium, thorium. La comparaison à d'autres séries, hein, puisqu'on verra que les variations d'insolation ont un rôle important, et on peut en déduire, disons, en tout cas des indications intéressantes pour la datation, des horizons repères. Donc une fois qu'on a daté par exemple une couche volcanique dans une carotte glaciaire, si on le retrouve dans une carotte lacustre, eh bien on connaît la date, on connaît l'âge. Voilà, et puis donc en fait on modélise, il y a beaucoup de, enfin disons, on utilise l'ensemble des informations disponibles pour faire ce qui est tout à fait classique, de la modélisation inverse, ça doit appliquer des méthodes inverses, c'est-à-dire utiliser l'ensemble des informations disponibles pour établir une échelle de temps. Et puis aussi, on peut avoir une datation relative. Quelquefois, ce qui est important, ce n'est pas de savoir l'âge d'un sédiment, mais de savoir qui est arrivé avant quoi. Hein, donc, c'est une datation relative qui est quelquefois beaucoup plus importante si on veut comprendre les mécanismes. Le CO2 est-il arrivé avant la température ou après? Ce n'est pas très grave à 1000 ans près, mais c'est très intéressant de connaître la séquence des événements. Et on parle de datation relative. Alors à quoi ça sert? D'étudier les climats passés, d'abord, de la connaissance, hein, de la curiosité. Je pense que c'est intéressant de connaître l'histoire. Ça fait partie de l'histoire de notre planète. Alors ça y fait partie aussi, bien sûr, d'autant plus qu'on sent bien que le climat a eu beaucoup de conséquences, a déjà joué un rôle essentiel dans le développement de la faune, de la flore, disons de notre humanité, hein, puis de nos civilisations, c'est très clair. Nos civilisations se sont
développés à partir, disons, pendant la période glaciaire, ce n'était pas facile. Ils se sont développés pratiquement, on a commencé il y a une dizaine de milliers d'années, justement, quand le climat y était favorable. Alors, important aussi, comprendre mieux les mécanismes, c'est ça qui moi, m'a beaucoup intéressé. Disons que si nous n'avions que les 150 ans de données à notre disposition, nous avons des données climatiques depuis 150 ans, eh bien, nous ne saurons rien de l'histoire de notre climat. C'est très clair. Donc, c'est important d'aller creuser. Voilà. Et puis, en fait, ces mécanismes, eh bien, il est important de les comprendre. Et les données du passé y contribuent si on veut vraiment appréhender l'évolution future de notre climat. Franchement, j'essaierai de vous montrer en quoi les données des passés sont pertinentes par rapport à son évolution future. Et puis, bien sûr, toutes ces données, eh bien, il y a beaucoup de travail de modélisation. En fait, on utilise pour, disons, reconstituer les climats du passé les mêmes modèles que ceux qu'on utilise pour se projeter dans le futur. Donc c'est intéressant de voir, en fait, on n'a pas tellement de façons de tester des modèles climatiques dans un climat différent de celui d'aujourd'hui. Et on comprend bien que c'est important. Donc c'est intéressant de tester les capacités des modèles que l'on utilise pour appréhender le climat futur, leur capacité à simuler des climats passés différents de celui d'aujourd'hui. Voilà un peu le contexte de ces études. Un outil, parce que bon, je ne vais pas présenter tous les outils, c'est un outil qui m'est cher et qui est largement utilisé. C'est vraiment l'analyse isotopique, en premier lieu, la molécule d'eau. L'eau, l'hydrogène, l'oxygène. L'hydrogène, eh bien, quand on y ajoute, disons, il y a l'hydrogène normal, avec un électron et un proton, et puis si on y ajoute un neutron, c'est le deutérium. Voilà, donc on parle d'hydrogène lourd. Vous voyez, il y a aussi l'oxygène 18, c'est l'oxygène 16, disons l'atome principal. Il y a des isotopes, oxygène 18, mais aussi oxygène 17. Voilà, et donc je dirais que moi, toute ma carrière, je me suis amusé, oui, parce qu'on s'amuse quand même à faire de la recherche, savons-le. Je me suis amusé à d'abord essayer de comprendre comment ces molécules se répartissaient dans les différents réservoirs de l'atmosphère et effectivement à appliquer cette connaissance à la reconstruction des climats passés. Alors comment? Je vais faire assez simple. Donc vous comprenez bien que vous avez ces différentes molécules, donc pratiquement ces trois molécules. Donc le deutérium étant simplement de l'hydrogène lourd. Donc si on prend HDO, disons la H2O c'est une masse 18, et puis HDO 19, H2O 18, 20, eh bien déjà il y a une différence de masse entre ces molécules isotopiques et je dirais l'eau H2O16 qui représente l'essentiel de l'eau. Pratiquement c'est 2 pour 1000 d'oxygène 18 et encore beaucoup moins pour le rapport deutérium sur hydrogène. Le résultat, eh bien, c'est que ces molécules un peu plus lourdes, elles ont du mal, elles s'évaporent plus difficilement que les molécules légères et elles se déplacent un peu plus difficilement dans l'air. C'est le bon sens. Ce sont deux propriétés physiques qui, en fait, sont à l'origine de variations du rapport. Par exemple, ici, je vous montre à la fois deutérium sur hydrogène et oxygène 18 sur oxygène 16. Donc, ça, c'est un travail largement de Claude Lorius, voilà. Donc, nous sommes en Antarctique, vous voyez, dans les régions côtières. Donc, on commence dans les régions où il fait moins 20 degrés en moyenne annuelle. Et puis, on va vers le centre de l'Antarctique, vers moins 50 degrés. Et ce qu'a fait Claude Lorius dans les années 70, eh bien, ce sont des raids. C'est-à-dire, c'est d'aller des régions côtières, en fait, de Dumont-d'Urville, je n'ai pas mis les dernières données, là, de Dumont-d'Urville vers le cœur de l'Antarctique, je vous montrerai tout à l'heure une carte avec DOMC, et de prélever de la neige sur quelques années, de façon à avoir en chaque site la teneur moyenne annuelle, la teneur moyenne en isotopes deutérium et oxygène 18. Pourquoi? Eh bien parce que les propriétés que je vous ai mentionnées, le résultat,
c'est qu'il y a plus d'isotopes. Les isotopes lourds, il y en a plus dans la pluie et dans la neige que dans la vapeur d'eau dont ils sont issus. En gros, les molécules lourdes vont plus facilement dans les précipitations que les molécules légères. Alors, si vous prenez un nuage, donc vous avez au départ un nuage, imaginez de la vapeur d'eau, et puis il va se refroidir depuis les régions tropicales jusque vers le pôle, et à chaque étape de refroidissement, le nuage et cette masse d'air a de moins en moins de capacité à garder de la vapeur d'eau, donc le supplément devient une précipitation, d'abord de la pluie, puis de la neige, et donc à chaque fois qu'il y a de la pluie puis de la neige à quitter cette masse d'air, ça appauvrit la vapeur d'eau qui reste puisque c'est du plus lourd qui part, ce qui reste, c'est plus léger. Et donc, à mesure que l'on va des régions tropicales vers le pôle, l'air, la vapeur d'eau qui reste dans la masse d'air, est de moins en moins riche en isotopes lourds. C'est exactement ce qu'on voit, et il se fait, et on comprend pourquoi, que le contenu en oxygène 18 et en deutérium des précipitations est de moins en moins important à mesure que la température diminue. Voilà, donc ça c'est une propriété intéressante. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer ça. Donc, ça c'est ce que l'on voit. Donc, moi quand je suis arrivé au laboratoire, je suis arrivé en 1968 au CEA. J'y suis toujours, ça fait 54 ans. Donc j'aurais pu mentionner que j'étais, bien sûr, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est une des composantes de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Je suis arrivé il y a 54 ans, il y a 53 ans, je commence ma 54e année, en septembre 68 ou en octobre 68. Et dès février 69, je vois Claude Lorius. Claude Lorius n'avait pas de laboratoire à l'époque. Donc notre laboratoire, sa spécialité, c'était de mesurer, d'analyser le contenu la teneur d'échantillons d'eau en deutérium, en oxygène 18, avec une personne qui m'a vraiment marqué, Étienne Roth. Voilà. Donc, Claude Lorius, lui, arrivait au laboratoire, apportait ses échantillons qu'il allait prélever entre, la côte et puis les régions les plus centrales de l'Antarctique. Et cette courbe a été publiée par Claude Lorius et Liliane Merlivat dans les années 75. Donc, on voit bien qu'il y a cette linéarité, plus il fait froid, moins il y a d'isotopes lourds. Et évidemment, c'est quand même béni des dieux, en ce sens que, après, l'idée, c'est non pas de se promener comme ça à la surface de la calotte, c'est vrai aussi pour le Groenland, mais d'aller en un site donné, et donc de creuser, d'obtenir des échantillons de plus en plus vieux, et donc à partir de là, de reconstituer les variations de température dans ce site. Mais il faut quand même revenir à l'histoire. L'histoire de notre planète, elle est... ceux qui ont les premiers, c'était au XIXe siècle, évoqué l'existence de périodes glaciaires, n'ont pas été crus. Ça a été très difficile d'imposer cette idée qu'il y avait eu des périodes très froides sur cette planète. Ça a été très difficile au début et il y a deux théories qui, en gros, il y a deux théories qui sont avancées. Dès au départ, on parle de la position de la Terre sur son orbite, mais aussi de la composition de l'atmosphère. Par exemple, Arrhenius, au début du XXe siècle, pensait... Alors, il avait dit deux choses intéressantes. Il a écrit deux choses intéressantes, que la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre étant en train de se modifier, c'était le début du charbon, on devait s'attendre à un réchauffement d'ici la fin du siècle. Donc c'était assez bien vu. Mais une autre chose qu'on oublie souvent, il a aussi dit que très probablement les variations de composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre avaient joué un rôle dans la succession des périodes glaciaires et interglaciaires. C'est un peu oublié cela,
ce que l'on retient, eh bien, c'est la théorie de Milankovitch, la théorie astronomique. Là, on est dans les années 30, hein, juste avant la guerre. Milankovitch est un mathématicien, physicien serbe, et voilà, il avance avec, enfin, disons, cette idée, en tout cas, il formalise, je dirais, l'idée que ce qui est important, c'est la position de la Terre sur son orbite. Et ça, c'est un paramètre dont je n'ai pas encore parlé. J'ai bien parlé de l'activité solaire. Si elle se modifie, c'est important. Mais la position de la Terre sur son orbite est aussi quelque chose de très important. Voilà, donc la Terre ne tourne pas rond, comme vous le savez. Hein. Donc c'est une ellipse légèrement déformée. Et puis l'axe de la Terre n'est pas disons, varie. La Terre est inclinée, mais son inclinaison varie avec le temps. Et ça provoque le fait que, eh bien, disons, ça se traduit par des différences, j'y reviendrai, de quantité d'énergie que l'on reçoit à un moment donné, en un endroit donné sur la planète. Et en fait, ces années 70, donc il y a un dernier point que je n'ai pas mentionné là, c'est que puisque les calottes glaciaires, c'est de la neige, ce sont des glaces très pauvres en isotopes lourds, hein, pratiquement, il y a presque 2 fois moins d'hydrogène lourd en Antarctique, au centre de l'Antarctique, que dans l'océan. Hein. Le résultat, c'est que quand on accumule de la glace sur le continent, et c'était le cas il y a 20 000 ans, il y avait sur le Canada actuel, le nord de l'Amérique, une calotte de glace dont le volume était 2 fois celui de l'Antarctique actuel. L'Antarctique actuel s'il fondait complètement, j'espère que ce ne sera pas le cas, ça équivaut à une 60aine de mètres d'élévation du niveau de la mer. Eh bien, il y a 20 000 ans, le niveau de la mer était 120 mètres en dessous de celui d'aujourd'hui, parce qu'il y avait, grosso modo, 2 fois l'Antarctique actuel accumulé sur les continents, et c'était accumulé sur l'Atlantique Nord, sur l'hémisphère nord, donc, et il ne reste de cette calotte glaciaire que le Groenland. Hein, donc, voilà. Et l'intérêt des isotopes, c'est que, eh bien, en période, quand il y a beaucoup, dans la mesure, donc, en période glaciaire, beaucoup de glace sur les continents, mais beaucoup de glace avec moins d'isotopes lourds, et donc ces isotopes lourds, la concentration en oxygène 18 dans l'océan, eh bien, dépend finalement de l'accumulation des glaces et donc du niveau de la mer. Et ça a été un moyen vraiment extrêmement bien utilisé par les océanographes pour reconstituer le niveau de la mer. C'est un des premiers moyens pour reconstituer les variations de l'élévation du niveau de la mer. Et c'est à partir de cela, là on est dans les années 70, donc cette théorie astronomique, en gros, elle est restée un peu lettre morte, mais disons pendant une trentaine d'années, il n'y a rien eu de très nouveau dans les années 50, 40, 50. Bon, les années 40, on comprend, même les années 50, 60, mais ça a été le début la paléocénographie, en particulier chez nos collègues américains, a vraiment démarré dans les années 60, fin des années 50, 60, et c'est grâce, là aussi, aux isotopes de l'eau, à la teneur isotopique qu'on peut reconstruire à partir de petits animaux marins, que mes collègues, donc Jim Hayes, John Imbrie et Nick Shackleton, heureusement seul Jim Hayes est toujours vivant, ont reconstruit, je montre ici, voilà, donc on reconstruit le niveau de la mer. Hein, vous voyez en bas, là, c'est le niveau de la mer, disons, à gauche, c'est, disons, une période froide, où le niveau de la mer est très élevé, est très bas. Donc vous voyez, le niveau de la mer, c'est une période froide. Et et ce qu'ils ont montré, eh bien, c'est que ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils retrouvaient dans ces variations les mêmes variations que celles caractéristiques de la théorie astronomique, à savoir des périodicités de 20, 40 et 100 000 ans. Et donc, ça a été vraiment une découverte, c'est-à-dire que les océanographes ont vraiment démontré la validité de la théorie astronomique de Milankovitch, en tout cas
ils ont montré qu'il y avait un lien très fort entre la position de la Terre sur son orbite et les cycles glaciaires interglaciaires. Alors, disons, ça, les années 80 vont être sous le signe plutôt des glaces polaires. Alors, Claude Lorius a joué un rôle important au niveau français, au niveau international. Disons, donc l'idée, hein, je ne vais pas y revenir trop longtemps, mais l'idée de forer dans les glaces polaires, c'est d'aller chercher de la glace, d'abord de regarder sa composition isotopique et de reconstituer le climat. Ça, les premiers à le faire, c'est au Groenland, ce sont les Danois avec les Américains. Les Américains vont ensuite, disons, en Antarctique, au site de Byrd, voilà. Mais dans les deux cas, aucun de ces, voilà le site de Byrd là, aucun de ces forages ne remontait au-delà de la dernière période glaciaire. Donc, Claude Lorius, le premier forage français, donc c'est au site du Dôme C. Donc, ouais, c'est peut-être pas, voilà. Hein, non, Dôme Fuji, oui, il faut que je mette Dôme C là. Hein, c'est le site du Dôme C et c'est un forage de 900 mètres qui permet de reconstituer le climat. En fait, voilà, le titre, ça montre la difficulté des datations puisque le titre de notre article était 30 000 ans, hein, disons un enregistrement de 30 000 ans. La réalité, c'est qu'on est plutôt à 40 ou 45 000. Vous voyez la difficulté de dater. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais voilà, donc on analyse cette glace et voilà, et donc on reconstitue dans ce cas-là la température, aussi les contenus en impuretés, mais il y a vraiment un pas de géant qui est franchi disons, ça c'est en 70, dans les années 80. Alors ce pas de géant, il est double. D'abord, mes collègues grenoblois, je citerai Jean-Marc Barnolat, Dominique Reynaud, Jérôme Chaplaz, hein, quelques autres, sont les premiers à être, donc il y a une compétition avec des collègues suisses hein, quand même, donc ce sont quand même les premiers à disons, à être en mesure d'extraire les petites bulles d'air de cette glace et finalement de montrer que tous les problèmes c'était d'éviter la contamination, de montrer que eh bien, ces petites bulles d'air qu'on peut extraire de la glace représentent parfaitement l'atmosphère du passé. Ça c'est vraiment un pas très important qui est vraiment lié qui est largement dû à nos collègues français. Je citerai aussi Robert Delmas. Voilà. Donc, et ensuite, le coup de génie de Claude Lorius, c'est son amitié avec le leader soviétique à l'époque, Volodya Kotlyakov. Volodya Kotlyakov et Claude Lorius doivent avoir le même âge, 88 ou 89. Voilà. Une amitié s'est créée pendant disons, l'année géophysique internationale 57-58, où Claude Lorius a commencé à travailler sur cela. Et Claude Lorius convainc donc les soviétiques à l'époque, dans un site, voilà, Vostok, hein, je ne sais pas, vous voyez, ouais, ben je remonte la carte, oui, alors il faut que je revienne là. Hein. Donc Vostok, donc c'est vraiment le site le plus froid de cette planète. Hein, vous voyez, il y a Vostok là, Dôme C. C'est pratiquement les deux sites dont je vais vous parler pendant le reste de cette présentation. Et donc, les soviétiques sont déjà à une profondeur de 2 km. Voilà. Et en gros, ce sont les premiers à avoir accès à de la glace qui couvre un cycle glaciaire interglaciaire complet. Donc, jusque-là, les seules études, les seuls forages qu'on avait, aussi bien au Groenland qu'en Antarctique, s'arrêtaient dans la dernière période glaciaire, c'est-à-dire qu'aucun n'allait au-delà de 100 000 ans. Et là, tout d'un coup, on a un carottage qui permet de couvrir l'ensemble de la période chaude précédente. Elle a culminé il y a à peu près 125 000 ans, et de revenir à la période glaciaire, l'avant-dernière période glaciaire. Et ça, et Claude Lorius, disons, persuade Kotlyakov, voilà, en gros, de nous donner les échantillons et de donner accès aux échantillons. Et donc, c'est une période extrêmement intéressante. Et la première chose qu'on fait, donc, voilà, donc c'est une collaboration vraiment entre notre laboratoire de Saclay, donc on
analyse des isotopes, voilà. Et donc, voilà simplement, là, c'est la teneur, c'est tout simplement la teneur en deutérium en fonction de la profondeur. Vous voyez, donc, moins 440, moins 480, moins 500, ça serait qu'il y a 2 fois moins de deutérium, c'est en pour 1000, c'est-à-dire que moins 480, ça veut dire qu'il y a pratiquement 2 fois moins d'hydrogène lourd que dans l'eau de mer. Vous voyez, donc il y a des variations importantes, extrêmement bien marquées, et qui permettent, voilà, on voit qu'au-delà de 1500 mètres, vous avez la dernière période glaciaire, c'est très simple à interpréter, et puis donc la précédente période glaciaire. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que l'on mesure au laboratoire. Ça c'est donc dans notre laboratoire de Saclay. Mais ce qui fait vraiment je dirais le succès et la visite qui donne, bon, je pense que c'était intéressant en soi, mais ce qui donne la visibilité vraiment à ces travaux, c'est vraiment cette capacité d'extraire les petites bulles d'air. Voilà, là, on voit la richesse dans cette-là, dont je vous ai pratiquement parlé que, disons, de l'eau, de la glace elle-même, mais voilà, dans l'air, vous voyez à gauche, on mesure, c'est ce qui a été fait en premier lieu, le gaz carbonique, le méthane, mais depuis, on fait beaucoup plus. Disons, mes collègues analysent les teneurs isotopiques, et puis beaucoup d'impuretés aussi. Donc, voilà, vraiment, ce sont des archives exceptionnelles, jusqu'aux isotopes cosmogéniques. Par exemple, disons, la meilleure façon de reconstruire l'activité solaire, c'est dans les glaces disons, les variations de l'activité solaire, c'est par exemple à partir des retombées de beryllium-10, qu'on mesure, disons que Grant Resbeck en particulier, donc à Orsay, a analysé sur 800 000 ans. Voilà, donc ce sont des archives très riches. Je me limiterai donc à ce qu'on voit à gauche, parce que, voilà, donc j'ai déjà parlé de l'eau et de l'air. Alors, voilà, donc vous retrouvez au milieu la même courbe, donc, que celle que je vous ai montrée, la courbe lissée, donc je dirais traduite en âge, voilà, avec une datation. Donc là, dans ce cas-là, on va jusqu'à 220 000 ans, c'est-à-dire qu'en fait, en 87, on était à 160 000 ans. Là, je suis allé un peu plus loin. Et puis, en haut, les mesures l'analyse de gaz carbonique, c'est Jean-Marc Barnola en particulier. Et puis, en bas, eh bien, vous voyez le méthane qui a été... donc, en gros, en 87, on publie disons, à la fois le CO2 et la température. C'est une série de 3 articles qui ont vraiment un très grand écho. Donc ils ont un très grand écho, pourquoi? Parce qu'effectivement, on voit cette interaction entre effet de serre et climat sous nos yeux. Il faut se rendre compte que si on revient à cette époque, quand on parlait d'effet de serre, on parlait soit de théorie, voilà, donc ça, voilà, on sait que ça vibre et tout ça, voilà. Soit on nous donnait l'exemple de Vénus et Mars, dont disons, la composition de l'atmosphère est différente de celle de la Terre, et bien sûr, il y a aussi la distance du Soleil, mais voilà, c'était un exemple qu'on nous donnait, et c'est quand même autre chose que de voir sous nos yeux que cet effet de serre a eu un rôle sur disons, chez nous. Voilà, et c'est ce que ça montre. Alors après, l'interprétation n'est pas si simple, j'y reviendrai, mais voilà, donc... disons, on voit bien qu'en période froide, il y a moins d'effet de serre, en période chaude, il y en a plus. On retrouve même voilà, ces cycles dans CO2 et méthane, les cycles aussi de 20 et 40 000 ans. Et en fait, ces résultats, comme j'essaye de le montrer à droite, donc les courbes lissées, vous voyez on retrouve les cycles des variations d'insolation que je montre en bas. En fait, cette découverte, enfin, disons... le fait qu'il y ait un lien entre des variations de composition de l'atmosphère ne remet pas en cause du tout le moteur principal des changements glaciaires interglaciaires, à savoir la position de la Terre sur son orbite. L'interprétation que nous faisons, et qui reste d'ailleurs tout à fait d'actualité, c'est que, disons, l'effet de serre, la modification de la teneur de l'atmosphère, a joué un rôle d'amplificateur, mais vraiment le métronome des grands cycles glaciaires interglaciaires, c'est vraiment la position de la Terre sur son orbite.
Voilà, donc, et le deuxième point qui est important, c'est qu'on était d'ores et déjà, je le montre ensuite plus facilement, hein, on était déjà à cette époque-là, vous voyez, l'atmosphère, donc, et ça c'est aussi important, alors là, disons, ça s'est prolongé, là on est en 99 en fait, je crois, le papier, hein, donc sur les 400 000 ans, et après, disons, à Vostok, nous sommes remontés. Alors c'est vraiment un travail d'équipe, hein, je le redis, sans les soviétiques, sans des gens comme Jean-Robert Petit, vraiment beaucoup de gens se sont impliqués, hein, c'est vraiment un gros travail d'équipe, et voilà, et donc qui a permis de couvrir les 400 000 dernières années à Vostok. On s'est arrêté parce qu'en dessous il y a un lac en fait, et donc l'idée était de ne pas polluer le lac, et de toute façon, après, disons, les couches deviennent perturbées. Et voilà, on voit bien que ce lien entre gaz à effet de serre, CO2, méthane et température vaut pour les 400 000 dernières années. Mais ce que l'on voit aussi, et là j'ai indiqué à gauche, hein, donc là vous voyez la période actuelle, elle est ici, hein, donc, et puis là le dernier maximum glaciaire et les périodes glaciaires successives, les 4 périodes glaciaires successives. Et ce que l'on voit, eh bien, c'est qu'on était déjà, on est en 80, à la fin du siècle dernier. Voilà, les teneurs en CO2 étaient de 365 parties par million, elles sont maintenant de 410, hein, donc elles ont augmenté pratiquement largement de plus de 10%, ou pratiquement 10% par rapport au cours des 20 dernières années. Mais ce que l'on constate effectivement, c'est que jamais au cours de ces 400 000 dernières années, eh bien, les teneurs en méthane et en gaz carbonique et en méthane n'ont été aussi élevées qu'aujourd'hui. Donc c'est aussi une information très importante. Donc ensuite, un autre projet, donc on avait quand même envie de remonter dans le temps un peu plus loin, et donc cette fois un projet européen. Donc là, voilà, je vous montre une carotte de glace, le stockage. Laurent Augustin, notre chef foreur à l'époque, c'est le projet donc, européen, European Project for Ice Coring in Antarctica. Donc, et là, nous remontons, je vous ai dit, donc c'est ce qu'on a fait de mieux jusque-là. Mais mes jeunes collègues espèrent aller beaucoup plus loin, et par exemple, demain et après-demain se réunissent en fait à Gif-sur-Yvette, hein, donc l'ensemble tous les glaciologues européens qui vont s'impliquer dans un projet qui s'appelle Beyond EPICA, dont l'objectif est d'aller vers 1 500 000 ans. Ah, mais je ne peux pas, voilà, pour le moment, nous sommes jusqu'à 800 000 ans. Et bien sûr, disons, je commente cette courbe, là, voilà, donc, bien, on voit qu'il y a une différence dans les cycles glaciaires-interglaciaires. Voilà, donc là, excusez-moi, parce qu'on a changé à un moment, je ne sais pas, avant on mettait l'âge des temps là et après là, donc, mais ce n'est pas grave. Là, la période récente est à droite, voilà, les 4 derniers cycles, et puis on voit bien que les 4 ou 5 cycles précédents, 4 cycles précédents, sont un peu différents, avec des périodes chaudes, moins chaudes que celles des 4 derniers cycles. Il y a un changement de rythme dans les températures, et c'est intéressant, il est également observé dans le CO2. Vous voyez, mais c'est vrai aussi pour le méthane, mais vous voyez, le CO2 est aussi, disons, ce lien très fort entre CO2 et climat reste vrai. Il est aussi observé dans l'élévation du niveau de la mer. Ça, c'est l'élévation du niveau de la mer. Et ce qui est intéressant, c'est le caractère global. Donc, évidemment, là, ce qu'on reconstitue, c'est la température en Antarctique. Mais on voit bien que quand on regarde cette température en Antarctique à une échelle de temps assez large, sur des grands pas de temps, eh bien, elle a un caractère global, puisqu'il y a une ressemblance très claire entre la température en Antarctique et la variation du niveau de la mer, qui, elle, par définition, est bien sûr une variable qui varie à l'échelle de la planète. Donc et puis enfin, eh bien, on montre aussi, et là, disons, ce qu'on appelle l'analyse spectrale le montre tout autant, que eh bien, ces 800 000 ans confirment de façon remarquable la théorie de Milankovitch. Donc cette théorie, elle est en gros, elle s'appuie sur l'observation, donc plutôt ce qui intéressait Milankovitch déjà, et on peut aussi citer des personnes comme André Berger,
Jacques Lascar ici, qui se sont intéressés à ces calculs. Il nous faut des astronomes aussi. Et cette théorie, eh bien, c'est l'idée que, voilà, donc là on montre les variations d'insolation, je crois, disons à 65 degrés nord, c'est-à-dire assez au grand nord. Et l'idée est que si les variations l'été, disons en fin de printemps ou l'été, sont relativement faibles, c'était le cas par exemple il y a 110 000 ans, eh bien, la neige va rester. Et il suffit que la neige reste quelques années sur le sol, ou bien sur disons que d'ailleurs les surfaces englacées dans l'océan soient de plus en plus importantes, eh bien ça renvoie disons les radiations solaires là, disons vers l'espace. C'est un peu le même mécanisme que pour la Terre gelée, et c'est ça qui progressivement, en tout cas c'est la théorie de Milankovitch, et jusqu'ici elle tient la route, c'est ça qui progressivement met en place disons une période glaciaire. Donc la période glaciaire est associée, dans la théorie de Milankovitch, à des périodes, disons, de l'histoire de notre planète, enfin du dernier million d'années en tout cas, où l'insolation, la position de la Terre est telle que l'insolation disons à 60 degrés nord disons, est plutôt faible par rapport à sa valeur moyenne. Un autre point intéressant, donc, pour vous dire qu'on a de la chance, tout simplement. Donc en fait, si vous regardez ces périodes chaudes, vous regardez celle où on est, elle est là on y est depuis 12 000 ans. La précédente, vous voyez, a été relativement courte. La troisième en montant encore plus, la quatrième aussi. Puis la cinquième, eh bien, elle est beaucoup plus longue. Elle a duré autour de 400 000 ans. Là, vous voyez, vous regardez la courbe rouge autour de 400 000 ans. Eh bien, voilà, ici, là, elle a duré à peu près 30 000 ans. On ne comprenait pas pourquoi. On peut prendre l'histoire dans l'autre sens. Dans les années 70, certains, en fait, les années 50-60 ont été un peu plus froides que les années 40, et certains pensaient pensaient plutôt à la prochaine période glaciaire, parce que leur constat était que toutes les périodes glaciaires précédentes, eh bien, n'avaient duré que grosso modo 10 000 ans au maximum. Alors voilà, donc on se disait, on va aller très rapidement vers la période glaciaire prochaine. Alors, pourquoi ce n'est pas vrai? Eh bien, parce qu'on a de la chance, parce que dans le site, disons la forme de l'orbite terrestre, il y a une périodicité de 400 000 ans. En gros, tous les 400 000 ans, et on est dans ce contexte-là, eh bien, l'ellipse est pratiquement circulaire. D'accord? C'était le cas il y a 400 000 ans, c'est le cas aujourd'hui. Et quand l'ellipse est pratiquement circulaire, eh bien, c'est là qu'il y a beaucoup moins de variations d'insolation. Donc, plus l'ellipse est prononcée, ça se comprend, je pense, plus il y a des variations d'insolation à une latitude donnée. Si vous avez pratiquement disons, une forme circulaire, c'est le cas, c'était le cas il y a 400 000 ans, eh bien, ces variations d'insolation sont beaucoup moins importantes. Je pense que vous le voyez là. Donc, et en fait, on a de la chance, puisque si nos civilisations s'étaient développées, disons, la période glaciaire précédente ou celle d'avant, eh bien, effectivement, au bout de 10 000 ans, il aurait fallu plier ses gaules et aller franchement, disons, rentrer dans la période glaciaire suivante. Eh bien, ce qui se passe quand l'ellipse, disons que les variations d'insolation étaient moins importantes, ce mécanisme d'entrée en glaciation est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, et c'est ce qui explique que, comme ça qu'on explique que la période glaciaire d'il y a 100 000 ans a duré, de 400 000 ans a duré 30 000 ans, et on pense que ce serait de façon naturelle la même chose pour celle que nous vivons actuellement. Voilà. Donc là aussi, donc voilà, on voit bien, là j'ai mis les valeurs de cette année, ou de l'an dernier, en fait, voilà, 409 parties par million. Vous voyez, on est vraiment ce que l'on fait par rapport à ces variations au cours des 800 000 dernières années, ce que nos activités
font par rapport à la composition de l'atmosphère. Les années 90, ce sont celles de la découverte des variations climatiques rapides, en tout cas de leur confirmation. Voilà. Et là, on est au Groenland. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit au Groenland? Eh bien, des enregistrements d'allure totalement différentes. Voilà, j'ai mis 2 forages, Grip, et puis 2 forages du centre du Groenland. Voilà. Et ce qu'elle nous montre, je ne vais pas être trop long là-dessus, eh bien, c'est qu'il y a eu des variations extrêmement rapides, voilà, à l'échelle du vie humaine, voire moins. Il y a des variations qui peuvent se produire sur quelques années et qui sont importantes, très marquées autour, disons, dans l'océan Atlantique et sur, je dirais, les continents adjacents. Donc, d'où l'idée, c'est bien sûr que ces variations climatiques rapides seraient liées à des variations à la fois, disons, des circulations océaniques, le fameux Gulf Stream qui change de position, mais aussi atmosphérique. Je ne vais pas trop détailler, mais c'est ça l'idée derrière, et c'est vraiment ça qui est à l'origine de cette notion de surprise climatique, que l'on retrouve d'ailleurs dans le rapport du GIEC. Voilà, donc c'est vraiment, je crois que les années 90 ont été marquées vraiment par, disons, cette confirmation de variations climatiques rapides. En fait, ces variations climatiques rapides, ensuite, elles ont été documentées dans différents, voilà, bon, je ne vais pas, dans différents, on peut les, par exemple, Ulu Cave, c'est en Chine, voilà, Kariako, donc le premier, en bleu, sont ces variations rapides dans une carotte de glace du Groenland, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. En vert, on les voit dans des sédiments marins, et en rouge, on les voit effectivement dans des stalagmites, là, dans ce cas-là, dans des spéléothèmes, disons, analysés, en tout cas prélevés en Chine. Voilà. Donc c'est pour dire que ces variations climatiques rapides, elles sont effectivement très marquées autour de l'océan Atlantique, mais elles ont eu des répercussions dans beaucoup d'autres régions. Par contre, si on va en Antarctique, voilà, donc on a toujours là, il y a 2 carottages de l'Antarctique, donc en bleu, bon, et ce qu'on voit, eh bien, c'est qu'elles sont. En fait, on peut établir une correspondance une à une entre ce qu'on voit au Groenland et ce qu'on voit en Antarctique, mais elles sont complètement amorties en Antarctique. Donc, voilà, donc on n'a pas ces variations rapides très loin de la source de cette variabilité. Un dernier point sur cette longue échelle de temps. Si on revient maintenant, il y a 125 000 ans. Donc, vous voyez, à gauche, là, donc j'ai de nouveau repris à gauche, excusez-moi, c'est la période actuelle. 100 000 ans, vous voyez, 400 000, là, c'est de nouveau les 400 000 dernières années. Ce que j'ai mis, c'est les variations du niveau de la mer, reconstruites par les paléocénographes. Ce qu'on constate, et c'est un point important, beaucoup de discussions, c'est qu'au dernier maximum, enfin, la dernière période interglaciaire, tout à fait naturellement, elle était plus chaude qu'aujourd'hui, en tout cas plus chaude qu'il y a 150 ans. Voilà, elle était 1 à 2 degrés plus chaude qu'aujourd'hui, enfin entre parenthèses, parce qu'elle est la base, mais elle était un peu plus chaude de toute façon, mais pas beaucoup. Elle était en tout cas dans des zones de température vers laquelle nous risquons d'aller au cours des prochaines décennies ou des prochains siècles, mais le niveau de la mer était entre 6 et 10 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Et c'est ça qui nous interroge, c'est-à-dire, bien sûr, ça prend du temps, mais même, c'est tout le problème de l'inertie. L'élévation du niveau de la mer, c'est lié à la dilatation de l'océan se réchauffe, il se dilate, et de l'autre côté, à la fonte des glaces, mais on voit bien, et c'est un exemple qui nous interroge, parce qu'on voit bien que là, il y a des milliers d'années, mais voilà, s'il y a des milliers d'années, eh bien, même un climat 1 ou 2 degrés plus chaud qu'aujourd'hui peut emmener à des élévations du niveau de la mer de vraiment quelques mètres plus élevées qu'aujourd'hui. Mais ça, je sais que Valérie Masson-Delmotte y reviendra. Je ne vais pas parler, bien sûr, du climat futur. Voilà, donc, terminer sur le climat. Alors, un autre point intéressant du climat, je ne veux pas être trop long quand même, c'est quand même les questions qu'on nous pose, est-ce que les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique? On a répondu. Le rapport du GIEC a répondu
nous en sommes certains. Mais pour en être certain, il faut quand même être capable de regarder comment le climat a varié, disons, au cours d'une période relativement stable, au cours du dernier millénaire. Et au cours du dernier millénaire, donc là, vous voyez, il y a toute une... disons, les méthodes pour étudier le climat du dernier millénaire, il vaut mieux être capable de dater an par an. C'est un peu plus exigeant. Vous voyez, il y a différentes façons de regarder le climat du dernier millénaire, qui ont d'ailleurs été prises. Alors, c'est un article célèbre, celui de Michael Mann, donc il y a eu beaucoup de débats à l'époque, qui montrait que les 30 dernières années sont en fait, on est vraiment dans une période exceptionnelle, et ça a été confirmé dans le 6e rapport du GIEC. Voilà. Donc, ce que j'ai souhaité peut-être, parce que moi, c'est ce qui m'a passionné toute ma carrière scientifique, c'est extrêmement intéressant d'analyser les climats passés. Moi, ce qui m'intéressait, c'est en quoi c'est pertinent vis-à-vis de l'évolution future du climat. Et je pense qu'il y a 4 points qu'on peut peut-être retenir. Donc, il y a le dernier millénaire, donc la variabilité récente du climat, la mettre dans un contexte historique, le lien entre climat et effet de serre, l'existence de variations climatiques rapides, l'élévation du niveau de la mer. Et ce sont 4 exemples, voilà, je crois, très clairs de l'intérêt d'analyser les climats passés pour être mieux en mesure d'appréhender leur évolution au cours des prochaines décennies et des prochains siècles. Merci beaucoup. Merci Jean pour ce superbe exposé. Nous avons maintenant un quart d'heure de questions possibles. Des micros circulent, je crois. Hein? Donc, levez la main et puis, si je vois, je donnerai la parole aux personnes. La première question ici. Oui ? Oui, vous avez raison, excusez-moi, je suis navré. Vous avez tout à fait raison. Donc, quand je parle de la composition de l'atmosphère, il n'y a pas que la composition gazeuse de l'atmosphère. Les aérosols ont une influence très importante. Donc, effectivement, vous avez raison. Et le Tambora, par exemple, on parle de l'année sans été, et bien sûr, ça joue un rôle essentiel. Ça joue un rôle à double titre. Quand on regarde dans le long terme, le volcanisme, sur le long terme, est émetteur de gaz carbonique, et donc ça joue effectivement sur la composition de l'atmosphère. Mais si on regarde, disons, un volcan donné, effectivement, il émet aussi, en particulier les volcans qui vont jusque dans la basse stratosphère, il émet suffisamment d'aérosols, de particules, pour que le climat s'en ressente. Par exemple, à chaque éruption volcanique importante, alors il y en a eu des très importantes que vous avez soulignées, mais même les plus récentes, eh bien, ça se traduit par un refroidissement de quelques dixièmes de degrés qui dure quelques années. Donc effectivement, je n'en ai pas parlé, mais c'est tout à fait exact et très bien documenté. Mais dans mon esprit, c'était dans la composition de l'atmosphère. Je suis navré de ne pas l'avoir plus précisé. Bien. Autre question ? Oui. Utilisez le micro en l'allumant et en ayant la petite lampe rouge. D'accord, là, oui, c'est bon. Oui, bonjour. J'avais 2 questions. C'est une un peu technique. C'est comment, quand on a 3 km de glace, on fait pour connaître l'âge, hein? C'est-à-dire, est-ce que c'est comme les cernes des âges, hein, il faut faire une par une, ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Je peux vous répondre? Non, j'y vais. Après, si vous avez, parce que j'ai l'impression de ne pas finir votre question. Non, c'est ça. J'en ai une deuxième aussi. Ben oui, je vais vous donner l'exemple, par exemple, qui est un très bel exemple, qui est celui disons, de la datation du forage Epica. Eh bien, on analysait, enfin, moi, disons, Grant Resbeck, enfin, on est tous impliqués, enfin, je veux dire, c'est vraiment un travail d'équipe, hein, je veux dire, le on, dans ce cas-là, c'est plutôt mon collègue Grant Resbeck,
Voilà, ils ont l'analyse du beryllium 10, par exemple, disons isotope cosmogénique, est influencée par, disons, le champ magnétique terrestre, et on voit très bien, disons, on date de façon précise autour de 780 000 ans l'inversion Brooks-Matuyama, comme on date le lâchant. On voit dans la glace, on est capable de vous dire exactement où le lâchant, c'est il y a 41 000 ans, mais là, pour le lâche profond, c'est très intéressant, on est juste à la limite de Brooks-Matuyama, 780 000 ans ou à peu près, et donc ça, on le voit dans les enregistrements. Donc ça permet effectivement, il faut s'appuyer sur des dates qui sont connues par d'autres méthodes et dans d'autres archives. Mais c'est assez intéressant. Okay. Merci. Et après, pour les forages qui ont eu lieu au Groenland, vous nous avez fait voir qu'on pouvait voir des brusques variations donc, à d'autres moments et qui avaient l'air d'être pas forcément synchrones avec les cycles de Milankovitch. Et du coup, est-ce qu'il y a des explications ? Oui, ça se surajoute. Effectivement, il y a une modulation solaire au Groenland, mais ces variations, elle est complètement cachée par ces variations rapides de température. C'est ça qui a donné naissance à cette idée d'un arrêt et de remise en route du Gulf Stream très rapide. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, c'est un peu simplificateur. Disons que l'idée, c'est une modification de la circulation océanique. En gros, ces régions bénéficient, l'Atlantique Nord bénéficie de l'arrivée d'un courant de surface, le Gulf Stream, avec deux branches, ça vient du golfe du Mexique, et une branche qui va en mer de Norvège, l'autre du côté du Labrador. Et disons, là, à certains moments, on peut penser que la circulation est tributaire de la densité des eaux de surface. Parce qu'il faut que, disons, ces eaux plongent. Pour qu'elles plongent, il faut qu'elles soient lourdes. Et donc, s'il y a arrivée d'eau douce en surface, eh bien, ça change effectivement le Gulf Stream et la circulation océanique. Donc, c'est cette idée qui est là, mais je souligne bien qu'il y a aussi en même temps des variations importantes de circulation dans l'atmosphère. Donc, tout ça est couplé, mais ça reste voilà, ça nous a vraiment, c'était une surprise. Moi, j'étais sur le terrain et c'était vraiment assez. Quand on voyait ça, c'était formidable. Bon, voilà, mais vraiment, il y a toujours beaucoup de discussions sur l'origine. On sait que c'est l'océan qui bouge, l'atmosphère, mais voilà, disons, on sait aussi que c'est probablement des arrivées d'eau douce peuvent être liées à la fonte de glace, d'iceberg important. Voilà tout cela, mais il n'y a pas, on n'a jamais su, disons, il y a des cycles différents, mais il n'y a pas comme cela, disons, une explication complètement définitive et complètement comprise. Il y a toujours beaucoup à comprendre, me semble-t-il, sur la succession de ces périodes très rapides. Oui, monsieur. Vous avez parlé du fait que les scientifiques peuvent utiliser les climats du passé pour tester la fiabilité de leur modèle. Jusqu'à où est-il possible de faire ça? Est-ce qu'il y a une limite à ces pratiques? Oui, alors il est disons, l'intérêt de ce test, c'est d'avoir en face suffisamment de données. Et plus on remonte dans le temps, moins il y a de données accessibles. Donc les périodes privilégiées, par exemple, il y a 6000 ans, c'était plus chaud qu'aujourd'hui, c'est une période extrêmement intéressante. Le dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans. Mes collègues essayent de comprendre ce qui s'est passé il y a 125 000 ans. Il y a aussi des choses très intéressantes parce qu'il y avait pratiquement plus de calottes glaciaires il y a 2 millions d'années, 2 ou 3 millions d'années, parce que là, c'est un climat plus chaud. Ça, c'est intéressant qu'aujourd'hui, un peu plus chaud, à peu près du type de celui vers lequel on va, et où le gaz carbonique était aussi un peu plus concentré. Donc, effectivement, mais au-delà de 2 millions ou 3 millions d'années, il n'y a pas de simulation intéressante. Alors, il y a des collègues quand même qui utilisent ces modèles pour expliquer les climats du lointain passé. Donc, par exemple, que c'est le morcellement des continents qui a vraiment favorisé les changements climatiques. Donc, ces modèles peuvent aussi être appliqués pour le lointain passé, mais il y a moins de données, disons, pour essayer de le comprendre, mais il y a moins de données pour vraiment tester la qualité des modèles. C'est ça que je veux dire. Donc, plus vous vous éloignez, plus c'est difficile. Voilà.
rang, puis ensuite au rang suivant, derrière. Allez-y. Est-ce que malgré l'influence de l'activité humaine et du réchauffement extrêmement rapide des dernières années, enfin des dernières décennies, est-ce qu'à partir de l'étude des climats passés, on peut prévoir quand auront lieu les prochaines ères glaciaires? Oui, c'est une question intéressante parce que si nous étions intelligents collectivement, nous garderions les ressources de combustibles fossiles pour les libérer au moment où on va rentrer dans l'ère glaciaire. Hein? Non, mais c'est vrai. Hein, c'est ce qu'il faudrait faire collectivement parce que c'est très intéressant. À un moment, on aura peut-être besoin d'une augmentation des teneurs en CO2 dans l'atmosphère pour ne pas passer dans la prochaine période glaciaire. Disons, s'il n'y avait pas nos activités, ce serait probablement dans 15 à 20 000 ans, la prochaine période glaciaire. Mais, voilà. Mais le fait qu'on ait un réchauffement, par exemple, sur 1000 ans, ne va pas changer grand-chose. Donc, et puis après, on peut, disons, on verra comment... Enfin, on ne sera pas là pour voir, mais si vous voulez, l'échelle de temps, c'est plutôt 15 000 ans pour la prochaine période glaciaire. Oui, derrière vous, madame, il y avait une question. Oui, allez-y. J'avais une question par rapport au réchauffement climatique. Est-ce qu'on a une date précise du commencement du réchauffement climatique? Enfin, bon, pour nous, le réchauffement climatique vraiment est clair depuis les années 50. Avant, disons, c'est... Bon, on regarde les courbes. Alors, on regarde les courbes depuis... enfin, les courbes sont disponibles depuis 1880. Il y a une montée enfin, il y a des variations climatiques relativement limitées jusqu'en 1940, une légère décroissance entre les années 50 et 60, et depuis, chaque décennie est plus chaude que la précédente. Et vraiment, c'est ce qui caractérise, disons, le réchauffement. Et l'attribution du réchauffement climatique aux activités humaines, c'est vraiment de façon... Cette certitude, c'est vraiment plus depuis les années 50, disons, mais c'est très probable que, disons, le CO2 augmentait déjà au début, et donc ce qui est le plus probable, c'est que la première montée est déjà liée aux activités humaines. Ensuite, la descente des années 50 et 60 serait plutôt liée au fait qu'il y avait beaucoup d'aérosols, ce qui a été évoqué, ce qui, effectivement, disons, contrecarrait une partie du réchauffement. Hein, c'est l'explication qu'on a la meilleure maintenant. Mais le véritable réchauffement, décennie après décennie, c'est vraiment depuis les années 60. 50-60. Bien. Vous, monsieur ? Oui, bonjour. Vous avez montré une courbe de la concentration de méthane, de CO2 et de température sur les 400 000 dernières années. On voyait bien que les pics étaient parfaitement synchronisés. Je voulais savoir si vos méthodes de datation vous permettaient de savoir si, par exemple, la concentration du CO2 ou du méthane a commencé à augmenter avant la température. Oui, bien sûr. J'aurais pu montrer des détails, par exemple des déglaciations. Et c'est vrai qu'il y a, par exemple, si on regarde la déglaciation il y a 125 000 ans, qui a été étudiée de façon détaillée. Il y a une séquence, par exemple, disons ce qui commence le CO2 commence dans l'hémisphère sud et commence avant le réchauffement, et en tout cas en même temps que le réchauffement, et bien avant la fonte des glaces. Hein, donc c'est pour cela qu'on dit qu'il a participé il a participé à cette déglaciation. Donc ça, c'est très clair, mais il y a effectivement des déphasages, et on se pose toujours des questions. Par exemple, c'est plutôt là où il y a peut-être des questions qui sont actuellement posées, c'est plutôt dans la phase de descente, hein, disons, du CO2 après la dernière interglaciaire. Mais effectivement, si vous regardez dans le détail, là, les courbes paraissent très synchrones, mais si vous regardez dans le détail, on peut mesurer les déphasages, enfin, on peut analyser les déphasages de façon assez précise, avec cet écueil que, disons, l'âge des bulles d'air n'est pas le même que l'âge de la glace. Donc, mais bon, oui, il y a des déphasages entre les différents signaux, quand on les regarde en détail, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, entre le niveau de la mer, qui est le principal signal de déglaciation, qui arrive bien après tout ce qui... Donc, cette idée, disons,
disons, l'interprétation que nous donnons, c'est-à-dire que disons, l'origine des variations glaciaires interglaciaires, c'est bien les variations d'insolation, mais que les teneurs en gaz carbonique et méthane ont joué un rôle d'amplificateur, tient bien la route par rapport à, disons, tout ce qu'on connaît en termes de déphasage des différents signaux. Mais ce n'est pas pour ne pas vous en montrer, mais voilà. Ils sont, bon, nous pouvons encore prendre 2 questions et puis nous serons obligés de conclure. Oui, c'est pour cela, vous avez raison, disons que le petit âge glaciaire, oui, là, vous voyez, c'est peut-être bien de commenter. Non, mais oui, moi je l'ai que sur mon écran. Bon, c'est pas bien. Oui, je suis navré, mais j'avais encore la courbe de Michael Mann sous les yeux. Ah ben la voilà, oui, d'accord. Bon, vous voyez, le petit âge glaciaire, on le voit bien dans cette courbe. Donc, bon, là on n'est pas à 10 ans près, mais pratiquement à partir du début du 20e, enfin, oui, à partir de 1900, on repart. Bon, là, il aurait fallu montrer une courbe détaillée, mais on voit bien le petit âge glaciaire qui est entre 1400 et puis 1800 et quelques. Et après, ça repart. Bon, je pense qu'on voit assez bien ici. Et bon, j'aurais montré, c'est vraiment... Ce type de variation sur l'année millénaire est vraiment confirmé par le dernier rapport du GIEC. J'ai pris volontairement celle-ci, mais on voit bien là où ça commence à décrocher par rapport au petit âge glaciaire. Bon, une dernière question. Non, bon, eh bien. Oui, madame, et puis nous arrêtons. Oui, merci. Jean, vous avez évoqué le plaisir, vous vous êtes amusé pendant toute cette carrière. Est-ce que vous voudriez en dire un petit peu plus pour les jeunes qui sont ici? Oui, bien sûr. Non, dire que la recherche est quelque chose de passionnant, c'est peut-être Pierre qui est astronome ou astrophysicien, moi, astrophysicien. Bon, c'est une autre joie, mais c'est vrai que bon, le domaine où on est a été assez formidable parce que, bon, que vous dire, il y a à la fois beaucoup de travail en laboratoire, hein, disons des méthodes analytiques à développer. Ensuite, il y a beaucoup de modélisation. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, la modélisation. C'est un domaine de recherche où on va sur le terrain, et là, c'est passionnant, là aussi. Puis, voilà, il se fait que c'est un domaine de recherche où... c'est pas le seul, hein, mais où à chaque fois qu'il y a, disons, un résultat nouveau, eh bien, il est tout de suite ou assez très rapidement transmis dans le grand public. Donc, avec des... C'est vrai qu'il y a généralement, pour nos disciplines, il y a une attention assez forte des médias. Voilà, et là, je voudrais saluer le prix Nobel de physique décerné à Suki Manabe, Klaus Hasselmann en début de semaine dernière, hein, donc qui montre... l'intérêt aussi de la modélisation, c'est vraiment un coup de chapeau. Mais vraiment, moi j'ai apprécié à la fois d'être au labo avec des choses à mesurer, d'avoir des théories à développer, des modélisations, d'aller sur le terrain, et puis aussi, je ne le cache pas, d'avoir pas mal de contacts avec les médias, avec les décideurs politiques. Donc c'est une science qui permet tous ces volets. Donc tous ces aspects m'amusent. Et voilà, moi j'encourage les jeunes à faire de la recherche. Et je sais que c'est difficile, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment enthousiasmant. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus si nombreux. Merci à Jean. Rendez-vous aux prochaines leçons le 8 novembre. Isabelle Schwinn qui parlera de biodiversité et climat. Et n'oubliez pas que toutes les inscriptions sur l'ensemble des leçons sont ouvertes sur le site de l'Institut et de l'Académie des sciences.